Cette semaine, un nouveau médicament pour l'Alzheimer donne de l'espoir. Une dame de 92 ans happée mortellement à Saint-Jean-de-Matha et un incendie suspect à Saint-Gabriel-de-Brandon. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 5 décembre 2022. Un nouveau médicament porteur d'espoir dans le traitement de la maladie d'Alzheimer a vu le jour dernièrement. Le lecanemab serait efficace pour réduire le déclin cognitif des patients atteints de la maladie neurodégénérative d'Alzheimer, mais malheureusement présente tout de même des effets indésirables importants. Cet anticorps monoclonal est le premier à avoir un impact important sur l'avancée de la maladie. Actuellement, les médicaments disponibles pour le traitement de ce type de démence, dont les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, n'offrent qu'un bénéfice modeste. Les résultats de l'étude clinique ont été publiés dans la prestigieuse revue médicale New England Journal of Medicine. L'étude a été menée sur près de 1800 personnes suivies pendant 18 mois et a confirmé l'efficacité du lecanemab. Ce médicament, développé par le groupe pharmaceutique japonais Eisai et l'américain Biogen, permettrait une réduction de 25 % de déclin cognitif des patients traités. Il ne s'agit donc pas d'un traitement curatif, malheureusement. La molécule comporte toutefois plusieurs effets indésirables. 17,3 % des patients traités avec le lecanemab ont souffert d'hémorragie cérébrale contre 9 % dans le groupe placebo. De plus, 12,6 % des individus ayant reçu ce remède expérimental ont été atteints d'un œdème cérébral contre à peine 1,7 % dans le groupe placebo. Toutefois, le taux global de mortalité est presque le même dans les deux groupes de patients de l'étude, soit 0,7 % chez les patients traités avec le lecanemab et 0,8 % pour celles sous le placebo. C'est le premier médicament qui livre une véritable option de traitement pour des personnes atteintes d'Alzheimer, a confié M. Bart de Strooper, directeur de l'Institut britannique de recherche sur la démence. Bien que les bénéfices cliniques apparaissent quelque peu limités, on peut s'attendre à ce qu'ils deviennent plus apparents si le médicament est administré sur une plus longue période. Une maladie, malheureusement, qui reste incurable. Une piétonne de 92 ans a été happée mortellement par un VUS la semaine dernière alors qu'elle traversait la route 131 à Saint-Jean-de-Matha. La victime traversait à la hauteur de l'intersection du chemin de la Rivière-Noire Sud lorsque le drame est survenu. Elle a été transportée au centre hospitalier de Lanaudière dans un état critique et son décès a été malheureusement constaté à son arrivée sur les lieux. 3 personnes se trouvaient à bord du VUS, mais personne n'a été blessé. Un patrouilleur spécialisé en enquête collision a été dépêché sur les lieux pour tenter de reconstituer les chronologies des événements. La Sûreté du Québec enquête sur un incendie suspect qui s'est déclaré en début de nuit du 5 décembre dernier dans un cabanon de Saint-Gabriel-de-Brandon. Le feu s'est déclaré vers minuit dans un bâtiment du chemin des Lots. Un technicien en scène d'incendie se rendra sur place afin d'y effectuer les expertises nécessaires, a expliqué le sergent Marc Tessier, porte-parole de la SQ. On ignore pour le moment la nature des dommages. Plusieurs virus respiratoires sont en recrudescence actuellement au Québec. Vous avez des symptômes, mais vous ne savez pas si c'est le COVID ou l'influenza. Et en plus, vous ne savez pas quoi faire si vous attrapez un petit virus. Eh bien, les symptômes typiques de la grippe, l'influenza, sont une apparition soudaine de fièvre de 38,5 degrés Celsius ou plus, ou encore de la toux sèche et d'au moins l'un de ces symptômes suivants: mal de gorge, douleurs aux articulations, douleurs musculaires et fatigue extrême. Si vous développez des symptômes d'allure grippale,
vous devez d'abord faire un test rapide de détection de la COVID-19 à la maison. Si le test se révèle positif, la pertinence de recevoir un traitement contre la COVID, que ce soit du Paxlovid ou autre, doit être évaluée. Le Paxlovid peut être prescrit par votre médecin ou votre pharmacien seulement si vous répondez à certains critères, comme par exemple les personnes non adéquatement vaccinées contre la COVID-19 ou encore les personnes immunosupprimées et les personnes à très haut risque de complications. Si le test COVID se révèle négatif et que vous êtes à risque de développer des complications de l'influenza, comme les enfants âgés de moins de 2 ans, les personnes âgées de 75 ans et plus, les résidents d'un CHSLD, d'une résidence pour aînés ou d'une ressource intermédiaire, eh bien, les personnes, ou aussi, oui, je devrais dire, les personnes qui présentent une maladie chronique telle que les maladies cardiaques, pulmonaires, rénales, cancer, immunosuppression ou encore les femmes enceintes, eh bien, vous devez prendre rendez-vous pour un test de dépistage de l'influenza simplement en vous rendant sur le site Internet de Clic Santé. Les centres de dépistage seront en mesure de dépister si c'est la COVID-19 ou l'influenza. Les résultats vous seront disponibles en 15 et 20 minutes et vous seront communiqués immédiatement. Si le test influenza est positif, vous pourrez téléphoner à votre pharmacie ou votre clinique médicale afin d'évaluer si vous êtes éligible à recevoir un traitement antiviral. Et si le test d'influenza est négatif, vous pouvez soulager vos symptômes avec des médicaments de la vente libre, rester à la maison et vous reposer. En cette période froide, la direction du CI3S de la Naudière désire vous informer des risques associés au monoxyde de carbone et de vous rappeler les consignes de sécurité pour prévenir ces intoxications. Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et très toxique, même s'il n'irrite pas les yeux et les voies respiratoires. Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un comestible comme le propane, le bois, le mazout ou encore le gaz naturel. Respirer ce gaz peut être très dangereux et peut même être mortel. Si on est exposé au monoxyde de carbone de façon brève, on peut avoir mal à la tête ou ressentir de la fatigue et de la faiblesse. Si l'exposition se prolonge, d'autres symptômes peuvent se manifester tels que des nausées, des vomissements, des étourdissements, de la douleur à la poitrine, troubles de vue et même la concentration peut diminuer. En cas d'intoxication grave, on peut perdre connaissance, entrer dans le coma et même en décéder. Alors, l'exposition au monoxyde de carbone peut être évitée par de simples mesures de prévention, comme par exemple, installer un avertisseur de monoxyde de carbone dans les pièces où il y a une source de monoxyde, par exemple un appareil au gaz tel que la cuisinière ou un appareil de chauffage, et aussi dans l'espace attenant au garage s'il est annexé à la maison. N'utilisez pas à l'intérieur des appareils fonctionnant avec un combustible comme de l'essence ou du propane, telle une génératrice ou un barbecue. Respectez les règles d'entretien et de sécurité. Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un ramoneur qualifié qui s'assurera du bon fonctionnement du foyer et qu'il n'y a pas de faille ni d'obstruction dans la cheminée. Faites faire aussi l'entretien annuel de votre fournaise par un professionnel certifié. Demandez à un mécanicien qualifié de vérifier les parties du système d'échappement de votre véhicule. Ne faites pas fonctionner de moteur dans un garage ou un abri temporaire du style Tempo. En cas d'urgence, si vous avez des symptômes d'intoxication, que l'avertisseur de monoxyde de carbone sonne ou non, sortez tous à l'extérieur et composez le 911. Attendez l'autorisation d'un pompier pour retourner à l'intérieur, même quelques minutes. Et n'utilisez pas vos appareils à combustible avant de les avoir fait vérifier par une personne qualifiée. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, la CABA, a réussi un tour de force. Dans ce contexte post-pandémique et d'inflation, il a réussi à amasser 117 000 $ lors de sa campagne de financement, une augmentation de 15 % de plus que l'an passé.
La mission première de la CABA était d'offrir, avec l'aide des bénévoles, des services communautaires aux aînés et aux personnes handicapées. Avec les années, cette mission s'est bonifiée et la CABA dispense maintenant d'une gamme de services de plus en plus variés, comme des services directs aux individus en soutien à domicile, et ça, c'est pour l'ensemble de la population du centre et du sud de la MRC d'Autrey. Il y a souvent des aînés ou des gens malades qui ne sont pas en mesure d'aller par eux-mêmes à leur rendez-vous, soit pour des prises de sang ou à l'hôpital. Alors les bénévoles offrent donc le service d'accompagnement à ces gens dans le besoin. Encore une fois, merci aux généreux donateurs. La Société canadienne de pédiatrie a abandonné sa directive d'il y a 5 ans qui limitait le temps d'écran pour les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire. Elle encourage plutôt les parents à accorder la priorité aux émissions éducatives, interactives et adaptées à l'âge. Dans une nouvelle directive publiée, la semaine dernière, la Société canadienne de pédiatrie déconseille toujours de laisser les enfants de moins de 2 ans passer du temps devant des écrans, sauf pour bavarder avec des adultes bienveillants, comme par exemple placoter avec les grands-parents. Pour les enfants de 2 à 5 ans, les parents devraient limiter le temps d'écran régulier ou sédentaire à un maximum d'1 heure par jour. Mais la recommandation précédente de la Société canadienne de pédiatrie, qui fixait un plafond ferme d'1 heure par jour pour ces enfants de 2 à 5 ans, a été assouplie pour conseiller maintenant des formes interactives d'utilisation, comme des émissions éducatives et des soirées cinéma en famille. On soutient que les parents feraient mieux de réduire l'utilisation passive des écrans et mettre l'accent sur l'utilisation familiale et commune, tout en donnant un exemple d'une saine utilisation. Selon la pédiatre Janice Hurd de Calgary, membre du groupe de travail sur la santé numérique à la Société canadienne de pédiatrie, elle admet que les écrans en eux-mêmes ne sont pas mauvais, mais ils remplacent des activités essentielles au développement de l'enfant. Ainsi, l'utilisation excessive d'écrans pour les jeunes enfants peut interférer avec le développement du langage et le comportement social. Pas moins de 356 millions ont été laissés sur la table dans les Laurentides, Lanaudière et à Laval dans la dernière année en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui persiste dans le secteur manufacturier. Ces pertes ont été causées par des contrats refusés, des retards accumulés, ainsi que des pertes résultant d'investissements retardés ou annulés. Problématique bien réelle dans le secteur manufacturier. Presque la totalité des entreprises sondées dans les Laurentides, Lanaudière et Laval affirment avoir des postes vacants et recensent en moyenne 27 postes à combler par entreprise dans la région. C'est ce portrait alarmant que révèle le sondage annuel mené par Manufacturiers et exportateurs du Québec auprès de 300 entreprises afin de documenter l'état de la pénurie de main-d'œuvre et ses conséquences au Québec en 2022. Ce sont de graves répercussions pour l'économie des Laurentides, de Lanaudière et de Laval. Au cours de la dernière année, 39 % des entreprises ont pensé déménager une partie de leur activité à l'étranger ou encore donner davantage de contrats à l'étranger. 82 % des compagnies ressentent les conséquences de la pénurie de main-d'œuvre en constatant des retards de livraison, 73 % une augmentation des coûts et 62 % une insatisfaction des clients. Selon les données de Statistique Canada, au deuxième trimestre de 2022, il y avait 31 985 postes vacants dans le secteur manufacturier québécois en comparaison à 30 720 au premier trimestre de la même année. Les secteurs comptant le plus de postes à combler au Québec sont ceux de la fabrication de matériel de transport, de machines et d'aliments. Ça bouge au sein de la FADOC de Saint-Gabriel de Brandon. Samedi, le 3 décembre dernier, se tenait pour la première fois le gala reconnaissance pour la FADOC, la région Lanaudière, qui avait invité les 44 clubs FADOC de la région à y participer.
Le club FADOC de Saint-Gabriel de Brandon a été honoré dans 3 catégories différentes. Il s'est signalé en premier pour son implication en ce qui concerne la formation des membres de son conseil d'administration. La direction régionale a signalé l'importance de la formation dans la réussite des projets mis de l'avant par les membres. La deuxième reconnaissance leur a ensuite été remise pour le recrutement de nouveaux membres, ce qui leur a valu être reconnus comme ayant la plus belle hausse du nombre de nouveaux membres qui se sont greffés à cette belle organisation et qui souhaitent participer aux nombreuses activités mises de l'avant par les bénévoles de l'organisation. Et finalement, le club FADOC de Saint-Gabriel de Brandon a été honoré pour son implication sociale auprès des membres par l'entremise de leur site Groupe FADOC Saint-Gabriel de Brandon sur Facebook. Et ça démontre l'importance d'avoir des membres bien renseignés, ce qui remplit le mandat de faire sortir les gens âgés de leur solitude et de leur partager des activités des plus intéressantes. La présidente et tout son conseil du Club FADOC de Saint-Gabriel désirent remercier toutes les personnes qui s'impliquent au sein du club en organisant ou en participant aux activités mises de l'avant par les bénévoles qui sont si précieux pour la bonne marche. Ce sont de beaux honneurs qui mettent en valeur le travail accompli pour notre communauté. Toujours du côté de la FADOC, c'est le 17 décembre qu'aura lieu le souper du temps des fêtes, comme dans le bon vieux temps. Il y aura tourtière, ragoût de boulettes, dinde en sauce et j'en passe. Tout un souper vous attend avec l'ambiance du temps des fêtes. Il y aura de la bonne musique, des échanges de cadeaux, des surprises bien sûr et surtout des bonnes histoires. On vous attend, chers membres, ainsi que vos amis pour la fête. Mais dépêchez-vous pour acheter vos billets, car les places sont limitées. Pour vous procurer des billets, vous pouvez appeler directement au 450-835-5880. Pour ce qui est des activités, eh bien, la FADOC donne rendez-vous aux hockeyeurs et hockeyeuses de 50 ans et plus pour faire partie de la 9e édition de la Coupe du Québec qui aura lieu du 14 au 16 avril 2023. On vous en parle maintenant car les pré-inscriptions sont en cours depuis le 1er décembre. Vous pouvez inscrire votre équipe complète, soit un minimum de 11 joueurs et un maximum de 18 joueurs, incluant le gardien de but. Si vous êtes seul, pas de problème, ils vont ajouter votre nom à la liste des joueurs libres. Alors, c'est l'heure de vous amuser, les jeunes de 50 ans et plus. Vous trouverez les informations pour vous inscrire sur le site Internet de la FADOC à fadoc.ca. Samedi dernier, le 3 décembre, les Loups se sont encore une fois inclinés 4-1 contre les Mustangs au Centre sportif régional de Contrecœur. C'est en deuxième manche que le joueur numéro 27, Jacob Talbot, a marqué le seul but pour les Loups. Les Loups glissent donc encore une fois d'une position et se retrouvent au 5e rang du classement derrière les Mustangs de Contrecœur. C'est toujours les Coureurs des Bois de Cowansville qui détiennent la première position du classement. La prochaine partie des Loups aura lieu le dimanche 18 décembre contre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion, ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Voilà, c'est ce qui complète vos nouvelles régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, faites-nous le savoir en nous écrivant à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission J'ai le souvenir encore. Monsieur Gilles Comeau reçoit le duo Lynn et Claude. C'était Danny Bérubé qui vous souhaite une excellente semaine. Bonne journée!